dans son histoire? Non. Non, toi, Déjà, t'es pas d'accord avec cette idée-là. pas uniquement. C'est-à-dire, va au bout de ce que tu voulais, dire par là. Dans Ouais. quel sens c'est uniquement une constitution politique? Non, je dis que quand je dis uniquement une construction politique, c'est-à-dire que le fondement même de la France, il n'est pas basé sur une race à la base. On ne peut pas parler de race française. Ou alors, on a inclus des suis d'accord, départements d'accord. d'outre-mer dans la France. Oui, mais ça, Et pour depuis moi, très c'est longtemps, oui, depuis oui, très oui. longtemps. Oui, Bien mais- avant peut-être même certains départements Tout à qui sont fait. sur la métropole. Tout à fait. Pour moi, d'ailleurs, c'est une erreur depuis bien longtemps. C'est-à-dire que l'erreur, ça a été de partir, en fait. Voilà. On aurait Attends, dû- tu vois, c'est une erreur. Ah oui, bien Mais sûr. Non, est-ce mais que- moi, je suis anti-colonialiste à un point qu'il ne peut même pas concevoir. Alors laisse-moi juste Oui, je t'en rebondir prie, sur je t'en ça, prie, je t'en juste pour prie. dire, parce Ouais. que la France sans ses départements d'outre-mer, Mm. elle n'aurait pas la grandeur qu'elle a, la grandeur de la France, la grande puissance de la France. À une époque, oui, oui, bien sûr, le côté impérialisme, Oui. bien sûr, mais c'est pas à ça que je veux revenir. Moi, je veux revenir, tu vois, je vais citer un exemple extrêmement trivial, hein, mais moi, c'est la France Astérix que je veux, hein, c'est pas la France... c'est C'est pas la grande... Tu vois, même qui si règne sur tous les et continents. un coup j'ai mis une photo de Napoléon en profil, mais parce que bon, après à titre individuel, moi le parcours d'un certain homme politique me fascine, etc. Bon, ce qui me fascine chez Napoléon, c'est d'un coup il est dans sa cuisine d'étudiant, puis 2 ans après il est empereur, c'est complètement dingue. Mais je veux dire, ce n'est pas ça que je souhaite, parce que pour moi, déjà la France n'est pas un empire en termes de territoire pur, hein. C'est-à-dire que il a fallu qu'elle aille chercher des terres ailleurs pour devenir un empire, Oui. parce qu'elle n'en avait pas la possibilité. Ce n'est pas le cas par exemple de la Russie. La Russie est un empire de fait. Bon, évidemment, là, parce que j'ai 1 milliard de nationalistes qui sont anti-russes, donc ils vont me sauter à la gueule, parce que les Russes ont également beaucoup tué, hein. Les Russes sont les Américains de l'Europe de l'Est et de l'Asie, hein. C'est-à-dire qu'ils se sont répandus, mais enfin quand même. Donc oui, alors je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que c'est plus simple de trouver une race allemande qu'une race française, pour une simple raison qui est géographique. C'est-à-dire que la France est à un carrefour. Tu vois, elle est au milieu, en fait, la France, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Ouais. Donc, tu vois, tous les pays carrefour, par exemple, bon, je t'ai parlé de ma petite amie qui est roumaine, il n'y a pas une homogénéité raciale pure, vraiment, en Roumanie. Il n'y a que des blancs, mais qui ne se ressemblent pas forcément entre eux, contrairement, par exemple, à l'Ukraine ou aux Pays-Baltes, où vraiment on a une ethnie, on a quelque chose, quoi. Donc, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que mon combat est moins de faire en sorte que la France ne soit composée que de gens du pont, que dans un premier temps, l'Europe ne soit composée que d'Européens. Commençons par le plus facile. Parce que la circulation entre pays d'Europe, ça existe depuis des milliers d'années. Tu vois, particulièrement à la Renaissance, Léonard de Vinci vient en France, l'autre il va là-bas, à Stuttgart, enfin bon, voilà. Donc voilà, je suis d'accord avec toi que c'est plus difficile de dire il y a une race française. Mais d'ailleurs, je ne parle jamais de race française. Je pense qu'il y a des Gaulois, il y a des Latins. Si déjà on avait une France gallo-romaine, ce serait déjà pas trop mal. Voilà. Ouais, d'accord, entre les deux. Pas entre les deux, mais chaque chose en son temps. Écoute, écoute, si la France redevient blanche et que dans 100 ans, les gens du pont et les mecs qui sont les bourguignons et les bretons veulent qu'on dégage, on s'en occupera à ce moment-là. S'il faut partir en Italie, ça ne serait pas une tragédie, hein, crois-moi. Et d'ailleurs, Ça remarque, c'est pas loin l'Italie. c'est pas loin, c'est pas loin. C'est plus loin le Bamako quand même, ça C'est va vrai, être plus c'est vrai. compliqué. Ça va être plus compliqué. Il y a moins de choses aussi. On me dit, c'est chaud quand même, le mec tabasse les Noirs et les Arabes depuis tout à l'heure, ça passe. On arrive aux Juifs, hop, à bémol, faut assumer l'expression, Non, c'est liberté pas vrai. d'expression totale. Non, il dit ça certainement pour moi, j'imagine. Ah, pardon, Oui, pour toi parce que D'accord. j'ai dit, je pose ma modération. Ah, Mais oui, mon oui, cher, oui. j'ai Oui. des procès sur le dos. Ouais. Hein, Non mais on par va- contre, pour ce qui est de moi, il suffit de taper mon nom sur internet, si vous voulez trouver des attaques, Oui. voilà, vous en trouverez, vous en faites Oh pas. oui, il y en a beaucoup, ouais, Oui. oui, oui. Moi, je modère juste le propos, hein. Mais même Oui, sur oui. les Noirs et les Arabes, c'est pareil, je modère aussi. Alors, que penserait l'invité si un Français de souche lui disait qu'il devait quitter la France pour retourner en Italie, ou alors choisir entre ces deux nationalités? De la même manière, peut-il se mettre à la place d'immigrés africains nés en France qui ne connaissent que la France et à qui on explique qu'ils ne sont pas français? Déjà, on ne leur explique pas. Souvent, ce sont eux-mêmes qui ne se sentent pas français et qui le montrent. Parce que, si tu veux, écoute, le réflexe raciste est tout à fait naturel. Pour moi, il n'y a rien de plus banal, je le répète. Et quand, par exemple, ma grand-mère et mon grand-père sont venus en France, ils se sont fait traiter de macaroni pendant 20 ans. Sauf que eux, ils n'ont pas appelé à la rescousse SOS Racisme, ils ont baissé le dos, ils se sont adaptés aux coutumes françaises, ils ont abandonné la langue. Ça, c'est quand même un truc important. Pourquoi on ne le dit jamais? Pourquoi le niveau scolaire est extrêmement bas? Parce que dans les ZEP, tu as énormément d'extra-européens, d'origine au moins, quoi,
Et à la maison, je suis désolé, tout à l'heure je t'ai parlé de mon ami Abdallah, ça parle pas français. Donc quand ça parle pas français, tu peux pas arriver avec un niveau de français. Putain, mais si au moins les immigrés aimaient la France au point de parler même mieux français que les Français, on pourrait commencer à causer. Mais déjà, il n'y a pas d'assimilation possible parce que la plupart de ces gens ne font pas l'effort nécessaire pour s'intégrer. Tu penses qu'il faudrait revenir à cette loi qui imposait de prendre des prénoms français tu penses que c'était quelque chose d'un facteur? C'est pas mon combat, franchement, Non. parce que pour moi, c'est... Non, parce que ça, c'est nier le réel. Tu vois, genre, de te dire que on va t'appeler... C'est comme si toi, on t'appelait Vladimir. T'as pas une gueule à t'appeler Vladimir, tu vois. Non, mais simplement, le fait de parler la langue du pays où tu te trouves ne signifie pas que tu es de nationalité française, parce que faisons un jeu de l'esprit, tu fais venir un extraterrestre, tu lui parles français, est-ce que ça fait du martien un français? Non mais on rigole, mais en fait Marc Georges c'est ce qu'il croit, hein, parce que pour lui, francophonie égale France. Donc tu parles français, t'es français. Non, on peut très bien vivre en France et ne pas être français. Donc déjà, mais simplement, là, pourquoi je parlais de ça? Pour dire, on peut accepter d'une personne qu'elle vive sur ton territoire quand elle en accepte les mœurs, les coutumes, les traditions, la façon de parler, etc. Enfin la langue. Donc voilà. Ouais, C'est pour ça que c'est poreux en fait entre l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, parce que on se ressemble quand même plus ou moins. On avait la même religion jusqu'à il y a 100 ans avant qu'on nous la détruise. Il y avait des liens. Quel est le lien entre un Bourguignon du cœur de la France ou un mec qui habite à Clermont-Ferrand depuis 1000 générations avec un Malien musulman qui ne parle pas français? Je veux dire, à un moment donné, le multiculturalisme, je veux dire, c'est comme faire accoupler un coq avec une chèvre. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit préfères-tu, si c'est possible, voter FN? Voilà, oui, bah t'en as Oui, parlé, j'en ai parlé, que oui. toi, justement, on a dit qu'on en parlerait. Tu votes. Écoute, moi je vote Front C'est quoi, National. par dépit ou vraiment t'y crois? Je ne sais pas. Je pense que le Front National n'a jamais été au pouvoir et qu'il mérite sa chance. Parce que ce sont des gens qui combattent depuis longtemps, qui... Voilà, il y a des points communs à trouver. Toi qui es un anti-eux, etc. On dit toujours à Marine, ouais, mais Marine Le Pen a un siège à l'Union Européenne. Mais oui, mais cette structure existe, donc elle y est. Ça serait comme de dire, je suis pas démocrate, donc on va pas voter pour Marine Le Pen. Oui, mais t'as mieux à me proposer. Ouais, Non, il n'y a ouais. pas un groupuscule fasciste qui est là devant On pour n'a les fait armes. rien là-bas. On voit, par exemple, regarde Oui. Nigel Farage, Mhm. côté britannique. Oui, oui, oui. Il est beaucoup plus virulent que Marine Le Pen, quand même. On Écoute, l'entend plus, en tout cas. moi, oui, oui, non mais t'as raison. Mais deux raisons, moi je dirais quand même, qui justifient encore le vote Marine Le Pen, c'est que je pense qu'il y a une possibilité que ce soit tout de même stratégique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Marine s'est dit, avec mon père, c'est pas passé. Donc vraiment, moi, je vais revenir sur presque sur tout, histoire de me faire passer pour quelqu'un vraiment de, tu vois, limite encore plus bas que l'UMP. Et une fois que tu es au pouvoir, petit à petit, grignoter des espaces pour imposer finalement sa politique qu'on a toujours eu dans la tête. Voilà, donc ça c'est la première raison. Et la deuxième de mon vote Le Pen, elle est un petit peu plus amère, c'est que je pense que quand le FN sera au pouvoir, parce que je pense qu'il le sera, ça sera peut-être pas 2017, parce que Sarkozy va nous glisser une quenelle, peut-être pas 2022, mais allez, dans 10-15 ans, le FN va être au pouvoir. Et les Français blancs ont besoin de cela, déjà parce que dans un premier temps, ça va leur faire du bien, c'est-à-dire que, parce que qui vote pour le FN souvent, c'est la France d'en bas, la France du très très bas, tu vois, la paysannerie, tu vois. Parce que aussi, un truc qu'on ne dit jamais, c'est qu'un paysan se suicide tous les 2 jours. Oui, ça... Pourtant, il n'y a pas de délinquance dans, tu vois, enfin bon, encore autre chose. Mais ces mecs-là votent pour le Front National, donc ça va leur faire un bien fou, donc une dimension, tu vois, presque de santé mentale. Mais il y a des dans un Arabes second aussi temps, qui votent Front National. bien sûr, mais dans un second temps, les gens vont se rendre compte de quoi? Il va pas se passer grand-chose. Il va pas se passer grand-chose. Et le choc va être terrible, parce que les gens vont se dire, mais ça fait 50 ans qu'on a l'espoir que le Front National passe au pouvoir, et finalement, à part 2-3 réformes symboliques, comme aller à la messe, ceci, cela, qu'on a vu avec Robert Ménard, il va pas se passer grand-chose. Et à ce moment-là, c'est là que tu les cueilles et que tu les amènes vers le national-socialisme. Pour moi, c'est donc ça que mon vote Le Pen est presque stratégique, c'est-à-dire que l'échec du Front National à avoir une politique qui remette la France debout, in fine, fera que les gens vont se dire, mais finalement, quand on dit le fascisme, etc., finalement, pourquoi pas? Parce que c'est ça, moi, c'est ça ce en quoi je crois. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a qu'une politique ferme et autoritaire qui puisse permettre à la France de retrouver sa couleur dans tous les sens du terme
et son panache. Mais ça ne va pas nous mener... voilà, je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que tout ça ne va pas nous mener dans on peut dire, le chaos de la Seconde Guerre mondiale comme l'Allemagne l'Allemagne a été atomisée quand même. Ah, tout à fait, oui, non, d'accord. Mais pas au sens... non, dans un premier temps, ça... Écoute... C'est-à-dire que c'est un défi incroyable quand même ce que tu dis là. Oui, mais tu sais, si tu commences à réfléchir à... Je sais que ça peut paraître odieux, parce qu'après, des discours peuvent créer des morts, etc. Mais des morts, il y en a toujours. Et le malheur, il faut toujours se mettre dans la tête que le malheur est toujours du côté de quelqu'un. Par exemple, dans une société qui est répressive anti-homosexuelle, le malheur est du côté de l'homosexuel. L'homosexuel, il est là, genre, mais bon, je suis pédé, moi, j'aime suicider que, qu'est-ce qui arrive, quoi, tu vois, j'ai le droit d'exister. Bon, tant pis pour lui. Mais dans une société comme aujourd'hui, qui est malheureux? L'hétérosexuel, fier de lui-même, est pudique. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société incroyablement impudique. Donc tu vois, par exemple, dans la société d'aujourd'hui, il y a des laissés pour compte. Tu vois, il y a des clochards blancs. Il y a des clochards blancs, et je vais le répéter une troisième fois, il y a des clochards blancs dans des quartiers avec des HLM où on loge des familles maliennes qui sont arrivées avant-hier. Donc le malheur, il existe. Il est juste que le malheur est d'un côté que je n'aime pas puisqu'il est de mon côté. Donc voilà, c'est pour ça que moi je pense que la démocratie, après si on entre dans un truc, on est dans les 15 heures d'émission, la démocratie, si tu veux, c'est fait pour un seul type de communauté, et c'est la communauté qu'on connaît. C'est cette communauté-là qui a inventé la démocratie. En dernière instance, ça ne lui sert qu'à elle. Vous, quand je dis vous, c'est un concept général, l'immigré, vous n'êtes que des pions. C'est-à-dire que le jour en fait où vous ne leur serez plus utile, ils trouveront une autre chose. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'il y a de plus en plus de juifs qui votent Front National. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable. Non, mais ça c'est vrai, hein, c'est des statistiques. Hein. C'est-dire que, il leur fait des clins d'œil aussi, le Front National. Certes, oui, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté le côté antisémite du rapport crématoire. Mais c'est quand même dingue à quel point la politique n'a aucun sens. Si tu regardes bien au sens général et sur une durée incroyable, t'as quand même des juifs qui commencent à voter Front National en disant il y a quand même trop de noirs et d'arabes en fait, quoi. Tu te dire, mais t'es au courant qu'en fait c'est ton grand-père qui les a fait venir. Tu vois, c'est dingue, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc il est nécessaire d'avoir de mener une politique ferme. Et je pense que pour moi l'ennemi numéro 1 au niveau politique, c'est la démocratie. Alors évidemment, les gens vont hurler, mais alors qu'est-ce que tu dis, tu veux un tyran? C'est pas ce que je dis, mais l'idée selon laquelle, en laissant les gens se gouverner eux-mêmes et voter selon la logique de leur bon sens qui est inexistant, parce que sinon les gens ne voteraient pas au UMPS depuis 40 ans, encore faut-il que ça ne soit pas trafiqué, encore autre chose, mais c'est une idée qui est absurde. C'est-à-dire que le commun des mortels n'a pas le pouvoir de s'autodiriger. Et moi qui me considère comme intelligent, moi-même je n'ai pas le pouvoir de m'autodiriger. Je trouve tout à fait normal qu'une société, qu'un pays aussi grand que la France, bon à l'échelle d'autres pays c'est plus petit, mais c'est quand même grand la France, soit dirigée d'une main de fer, avec de la poigne. Et donc c'est pour ça que moi je suis authentiquement, je veux dire que, bon ça c'est pas interdit de le dire, je suis authentiquement fasciste. Et je vais te dire pour moi la différence, je vais encore faire une petite parabole, entre le démocrate et le fasciste. Pour moi le démocrate, ça, ce truc de poivre, en fait, c'est un objectif tu vas atteindre. Donc l'objectif est ici. Pour moi, un démocrate, c'est un mec qui se dit, bon, pour ne pas vexer les sensibilités, celui-là, je vais faire ça. Et souvent, à la fin, soit parce qu'il le fait exprès, soit parce qu'il trouve une andouille, de façon François Hollande, il le loupe. Tu vois. Pour moi, le fascisme, c'est, il y a un objectif. Voilà. C'est-à-dire que tu veux lutter contre la délinquance, 50 ans de tôle quand tu violentes une femme alors que tu es un homme. Tu vois, tu es un étranger de deuxième ou troisième génération, je ne te parle pas d'un métis, un étranger, c'est-à-dire le mec qui a eu sa carte d'identité la semaine dernière, tu vois. T'as caillassé un pompier, tu dégages. Tu dégages. Et là, on va pas te dire le pays ne peut pas l'accepter. Non. Tu destitues de sa nationalité, le mec rentre chez lui. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai compris que c'était ça, la doctrine fasciste, après tu as toujours des dérives, mais après tout, écoute, il y a encore des gens qui se prétendent communistes après Staline. Pourquoi ne pas se prétendre national-socialiste après Hitler? Tu vois, je ne dis pas qu'Hitler, tu vois, tout. Parce qu'il y a un tabou, c'est vrai quand même. Ça. Ah bah oui, parce qu'il y a 100 millions de morts, Staline, et encore, on ne les compte pas tous. Hein. Après, Hitler, on ne sait pas exactement le nombre de morts, c'est discuté. Mais il y en a eu beaucoup aussi, mais il y en a eu beaucoup moins. Et pourtant, voilà. C'est vrai qu'on nous parle, alors justement... Et Mao, je t'en parle même pas, donc le communisme...
Ça tombe bien, on peut faire comme ça cette transition avec ton personnage du dictateur. Oui, c'est très bien, parce que finalement, on n'a pas parlé de... Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que... Alors, ce personnage, le dictateur, c'est quoi? Il reflète un peu, il dit tout ce que tu penses, c'est ça? C'est quoi? Oui et non. Dans son attitude, le dictateur, c'est tout le contraire de moi. Parce que c'est quoi le dictateur? C'est quelqu'un qui a le mépris aristocratique des races supérieures. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, le dictateur, c'est un mec de 1850, on l'a catapulté aujourd'hui et il ne comprend rien au monde. Et là, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, avec ses mots à lui, il y a des youtres partout, il y a des nègres, qu'est-ce qui se passe? Et donc, de cette folie, enfin, de son Olympe, il regarde ce monde-là et il en parle avec son niveau de langage un petit peu élevé, etc. Bon, mais pourquoi j'ai fait ça? Ben en fait, je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce que souvent, quand on est un artiste, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est la vraie réponse. Mais une réponse un peu trafiquée, c'est de dire que, en fait, je pense qu'à un moment donné dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible de voir qu'on ne peut rien dire sur certains sujets. C'est-à-dire que les gens s'interdisent tellement de penser des choses sur la race, sur les communautés, sur la guerre, etc. Enfin, en gros, il y a tellement une langue de bois absolument affreuse que les gens s'interdisent tout. Et donc le dictateur, lui, c'est le contraire. Le dictateur fonctionne comme une catharsis. C'est-à-dire que le mec qui tombe sur le dictateur et qui pense un peu ce que je dis, si tu veux, c'est comme si tout son pu sortait de son corps, en fait. Tu vois, ça le purifie. Oui. Tu vois, mais parce que c'est le rôle premier d'un pamphlétaire. De la même manière que quand tu lis les pamphlets de Céline, si tu veux, ou de Rebatté, enfin tu vois, Rebatté, Brasillac, Céline, tu vois. Donc un mec qui a fait de la tôle, un mec qui est mort et un mec qui s'en est sorti, et bon. Bref. Non, mais je ne vais pas parler de contenu, je vais parler du processus. Mais quand tu lis un bouquin de Céline, mais c'est à pleurer de rire, parce que c'est tellement du jonglage avec de l'amalgame. Enfin, tu vois, si tu veux, pour Céline, un juif est un mélange de japonais et de noir. Ça n'a aucun sens, c'est même pas vrai au sens historique. Mais c'est quoi en fait le boulot du pamphlétaire? Le boulot du pamphlétaire, c'est de prendre le bloc de la réalité, de le tailler en 2-3 endroits, mais en gros de le montrer dans sa grossièreté et de dire voilà putain, le monde c'est ça. Avec des fois des erreurs, avec des fois des conneries, avec des fois des grossièretés. Tu vois, genre voilà, tous les Roms ne sont pas des voleurs. Mais bon, tu vois, tous les Roms ne sont pas sales, tous les Roms ne sont pas ceci. Mais globalement, en plus, je cite les Roms parce que c'est une population sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord. Y compris d'ailleurs les Roumains. Ah non, ils sont pas blancs les Roms. Ah. Ils sont pas blancs. D'ailleurs, tu sais que les Roumains, je parle encore de ma petite amie, parce que je l'aime beaucoup, donc je la citais souvent. Tu sais, quand on aime quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on dit souvent son prénom, par exemple. Enfin, bon. Bref, les Roumains ne comprennent pas ce qu'on fait avec les Roms, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais comment ça se fait que vous les avez recueillis? Ça fait 200 ans qu'on essaie de s'en débarrasser, en fait. Et on pensait que vous étiez un pays civilisé, donc qui avait de l'esprit et qui avait du bon sens. Parce que c'est une population qui ne s'est jamais intégrée, parce qu'elle n'a jamais voulu s'intégrer, qu'elle ne s'intégrera jamais. Les Roms sont nomades, les Roms ne considèrent pas le pays où ils sont comme un pays. D'ailleurs, par certains aspects, ils ressemblent pas mal à la communauté juive, je parle d'un terme conceptuel, même si ça n'a rien à voir, c'est le nord et sud, quoi. Mais voilà, donc le dictateur, je sais pas comment le résumer exactement, mais c'est quelqu'un qui fait du bien, je pense, à une France sclérosée qui n'ose plus dire les choses telles qu'elles sont. Et comme tous les extrémistes, quand le dictateur est un extrémiste, c'est quelqu'un qui fait des raccourcis, c'est quelqu'un qui peut se tromper, c'est quelqu'un qui exagère, ça c'est clair. Ouais, c'est du 70e degré des fois, non? C'est pas tellement en termes de degré d'ironie, c'est en termes d'exagération. Tu vois, par exemple, j'ai fait une vidéo, ma vidéo d'octobre s'appelle Death Experiment, où en fait, pour mettre dans la gueule de la communauté juive que ces gens ne se mélangent jamais, je force un homme politicien juif à se mélanger dans une maison où il est confronté à plein d'autres groupes ethniques. Voilà. Et par exemple, dans ce... donc je dis que chacun des groupes ethniques a un défi à surpasser. Et par exemple, le défi des Noirs, par exemple, c'est d'arrêter de manger du poulet et de passer à du bœuf. J'ai bien conscience que tu as mangé autre chose que du poulet dans ta vie. Cependant, lorsque tu te rends dans un KFC, tu te rends compte qu'il y a une affection pour la viande de volaille chez les hommes et les femmes noires en général. Tu vois, lié à la tradition, en fait, ça n'est aucun problème. Mais c'est une réalité. Donc le dictateur, lui, te dit, en gros, tous les nègres, ils bouffent au KFC. Évidemment que c'est plus complexe que ça.
Mais c'est le but de cette personne. Voilà, c'est dire les choses qu'on ne dit plus pour libérer les gens et les autoriser à penser le tiers déjà. Si déjà les gens pouvaient en penser le tiers, non pas ce que je dis, mais s'autoriser à penser le tiers de ce qu'ils pensent, je pense qu'on vivrait mieux. Alors on me dit, Daniel, tu n'as pas intégré le vrai logiciel français qui est national et catholique. L'alliance du trône et de l'autel est primordiale et non pas le national-socialisme qui est anti-chrétien et eugéniste. Alors je remercie vraiment ce type parce qu'il me permet de faire le pont vers l'autre chose que je voulais dire. C'est-à-dire que quoique j'adore Adrien Abosit, je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit que le national-socialisme était l'ennemi de l'Église. Et oui, il l'a dit ici même en plus, voilà, on lui avait posé la question. Je ne crois pas, et permets-moi de te dire, moi qui ai lu beaucoup d'écrits, j'ai lu Mein Kampf plusieurs fois, et le Testament d'Hitler, etc., je n'y ai vu aucune trace concrète et textuelle d'antichristianisme, de christianophobie, tout ce que tu veux. Au contraire, et je dirais même que j'ai amené une source. Alors, je fais de la lecture, hein, après je t'explique. Hein, donc c'est le programme en 25 points. Calmez-vous, je ne vais pas lire les 25 points. Je ne vais pas lire les 25 points. Le programme en 25 points du Parti ouvrier allemand national-socialiste. Bon. Alors je vais directement au point, lisez ça, prenez le temps de lire ça, parce que c'est très intéressant. Vous allez voir qu'en fait, vous êtes d'accord avec pratiquement la moitié des points. Bon, encore autre chose. Donc je vais tout de suite au point 24. Nous exigeons la liberté au sein de l'État de toutes les confessions religieuses. Donc tu vois, dans la mesure où elles ne mettent pas en danger son existence ou n'offensent pas le sentiment moral de la race germanique. C'est-à-dire en gros, tant qu'un curé ne dit pas qu'en fait que les Ariens ils sont complètement cons, ça va. Le parti en tant que tel défend le point de vue d'un christianisme positif sans toutefois se lier à une confession précise. Il combat l'esprit judéo-matérialiste à l'intérieur et à l'extérieur et est convaincu qu'un rétablissement durable de notre peuple ne peut réussir que de l'intérieur sur le base du principe de l'intérêt général. Donc au niveau conceptuel, le national-socialisme et l'hitlérisme n'est en rien opposé à l'idée d'une spiritualité catholique. Au contraire, il y a même pas mal de pages, j'invite tous les gens mesurés, même des gens qui ne partagent pas mes opinions, à lire Mein Kampf dans une logique d'ouverture d'esprit, parce que comme ce sacré bouquin qui est à l'origine d'une guerre, sur lequel repose une guerre, on va dire, pratiquement personne ne l'a lu. C'est vrai que c'est un boulot, il faut une semaine de lecture, c'est 600 pages écrites petit, donc tout le monde n'a pas le temps de faire ça. Mais je les invite à faire ça pour voir simplement que non seulement Hitler n'est pas anti-chrétien, mais il considère que l'Europe s'est fondée sur un fondement chrétien, une culture catholique, et il pense tout à fait naturel que cela se perpétue. Même si voilà, l'homme nouveau n'a plus vraiment besoin de ça, on peut aller au-delà, mais le socle, il est hors de question que Hitler démolisse des églises, etc. Après que tu me dises que dans le régime allemand, il y a eu des dégénérés, des gens complètement dingues, des tortureurs, tout ça, Visconti, on a parlé dans un film, les années de Visconti, un film magnifique, où il te parle de du caractère complètement déliquescent de la morale de certains SS et de certains SA, bon ok, mais en termes conceptuels, ça ne s'oppose pas. Mais par exemple, Hitler, il concevait, on peut dire, la race allemande, la race aryenne, comme une race à part. C'est-à-dire, pour lui, les Français formaient une autre race. Oui, tout à fait. Enfin, non, mais il était raciste à un degré qu'on ne peut même plus concevoir aujourd'hui. Mais où veux-tu en venir en disant cela? Oui, c'est-à-dire que, non, parce que lui, il n'était pas sur le logiciel blanc, il pensait... Oui, mais alors, ça aussi, oui, d'accord. Ce que tu me dis me fait rebondir aussi sur quelque chose c'est que souvent, on te dit, voilà, l'hitlérisme, le national-socialisme, c'est quand même deux choses pas tout à fait exactes. Et le christianisme s'oppose parce que le christianisme est universaliste, comme d'ailleurs l'islam, alors que le nationalisme, non. Voilà. Alors, ça reprend plus un peu sa question. Bon, très bien. Alors en fait, le christianisme n'est pas universaliste dans le sens du monde profane, c'est-à-dire du monde d'ici. C'est-à-dire que nous serons unis dans la foi et nous irons au paradis au même endroit avec un chrétien gabonais et un chrétien blanc. Cela ne signifie en aucun cas au niveau politique que ces deux personnes doivent coexister en un même endroit. Parce que ça, au contraire, c'est Babylone. Et Babylone, c'est l'ennemi du Christ. Tu vois? Donc souvent on te dit, de toute façon, mais les gens n'ont rien lu. Les gens te disent, oui mais Daniel, t'es méchant, tu dis que t'es chrétien, mais tu tends pas l'autre joue. Mais il y a une différence entre tendre l'autre joue et se laisser sodomiser. Tu vois, ça n'a rien à voir. Jésus parle en termes d'allégorie. Tu vois, ça n'a absolument rien à voir. Et de la même manière, ce n'est pas écrit dans les évangiles noir sur blanc, oui salut, en fait, il faut que vous viviez tous ensemble, le noir doit coucher avec le blanc, le japonais doit coucher avec le juif, tu vois.
Donc le national-socialisme et le christianisme, loin de s'opposer, pour moi peuvent même trouver un point de jonction. Et c'est quelque chose que je vais développer dans la suite de mes œuvres, donc je laisse ça un peu en suspens. D'accord. Donc, Mein Kampf, alors on me dit Mein Kampf n'a rien à voir avec le national-socialisme, à la française encore moins, il faut vraiment être un nostalgique du Troisième Reich pour d'éviter de telles rasaneries. Mais non, je l'ai dit que c'était pas pareil. Et on dit, tu penses quoi du national-socialisme à la Chavez? Je pense que c'est pas du national-socialisme parce que Chavez est antiraciste. Et tu ne peux pas Chavez que j'apprécie par ailleurs, hein, sur plein de points. Mais Chavez est violemment antiraciste. Or, ce qu'il faut se mettre les gens, parce que sinon j'ai pas expliqué l'essentiel. Moi quand je dis raciste, je n'emploie pas ce mot au sens péjoratif du terme. Le racisme, c'est l'idée de préférer vivre avec des gens de sa race plutôt que d'autres gens. C'est ça la définition stricte et première du racisme. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas en gros les gens ne valent rien, on va tous les tuer. Tu vois, ça c'est la conquête, c'est autre chose, c'est pas du racisme. Donc, par ses discours, par son attitude, par son charisme, Chavez est éternel. Mais pour moi, Chavez n'a pas mené une politique nationale-socialiste parce que, évidemment, alors tu vas me dire, oui, mais il n'y avait pas des étrangers chez lui, parce que personne ne veut aller au Venezuela, si tu veux quoi. Mais quelle race lui-même, Chavez? C'est un Indien. Oui, mais que veux-tu dire par là? C'est un autochtone. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas... Tu vois, par exemple, quand il voyait la politique française, il était mélenchoniste. Ses conseillers lui ont dit, en fait, ton équivalent en France, c'est le parti de gauche. Parce qu'il comprenait pas trop. Ouais, mais il serait pas frontiste. Il serait pas frontiste. Il y a du débat là-dessus, parce que nous, on a reçu Vincent Lapierre, ils sont pas tout à fait d'accord. C'est vrai. Bon, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que pour moi, Chavez a une vision du christianisme qui n'est pas celle originale, en fait, quoi. C'est-à-dire que le droit d'asile, faut jamais oublier que c'est un truc, c'est lié à des éléments particuliers. C'est pas une obligation. C'est pas genre, vous êtes un pays chrétien, donc vous devez accueillir toute la misère du monde. Non, c'est pas ça le christianisme. Ce n'est pas ça. Le christianisme, pour moi, c'est la théorie des cercles concentriques. C'est-à-dire, apprends à aimer ton voisin. Ton voisin, c'est d'abord celui qui est le plus près de la proximité physique. C'est-à-dire qu'en fait, aime ta mère, aime ton père, aime ton fils, aime tes amis, aime les amis de tes amis, etc. C'est comme ça. C'est le contraire du gauchisme en fait. Le gauchisme, c'est genre aime les Tibétains et puis écoute, ta mère est en train de crever du cancer et qu'elle aille se faire foutre de votre national. C'est ça un gauchiste, tu vois. Donc voilà. On me dit peuple pur, race élue, même combat. C'est vrai qu'il n'y a pas un côté un peu peuple élu, un peu dans ce... Ah oui, alors oui. Je vois ce que ce métanote veut dire. Mais comme je te disais tout à l'heure, je pense que dans une logique de motivation, tu ne peux pas t'unir avec des gens de ton ethnie et de ta race si tu ne penses pas que vous avez un rôle à jouer important. Ça ne veut pas forcément dire écraser les autres, ça veut simplement dire oui, je ne veux pas que ma race disparaisse parce que c'est la mienne. Donc l'élection en fait peut être entendue de différentes manières, mais un peuple élu, c'est d'abord... C'est ton peuple, donc tu as envie que ton peuple survive, c'est tout à fait logique, mais moi je ne t'ai jamais dit à ma connaissance, je veux non seulement que les Blancs soient maîtres chez eux, déjà ça va être un combat de je sais pas combien de siècles, mais en plus de ça, après ils vont aller se venger, ils vont retourner en Afrique pour tout le mal qu'on leur a fait, ou ils vont retourner ou en Israël. Non, c'est pas ça que je te dis. Au contraire, je pense que c'est une... si tu veux, l'homme blanc pour moi a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il est allé tellement vite en termes de progrès technologique, de civilisation, etc., qu'il s'est dit à un moment donné, je peux conquérir le monde. Et là, il s'est planté. Il s'est planté parce qu'il a essayé d'imposer sa vision du monde aux autres, ce qui déjà était immonde en termes d'intrusion. Genre, salut, d'ailleurs, Diodo en parle très bien de ça, genre, salut, est-ce que tu connais Marie, quoi? Le mec est là avec son, tu vois, non, moi j'ai le dieu de la forêt, c'est vrai, tu vois. Déjà, donc c'était déjà immonde sur le plan moral, mais en plus de ça, c'était idiot sur le plan stratégique parce que tu vois, tu ne peux pas, de la même manière que tu ne peux pas arriver en Irak en disant toc toc c'est la démocratie. Si tu veux, les peuples et le monde musulman, la démocratie, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, il est clair, et là je suis d'accord avec les antiracistes, au moins sur ce plan-là, il est clair que le blanc a péché par orgueil. Et cela ne doit plus jamais se reproduire. C'est-à-dire qu'il faut encourager les gens extra-européens à retourner chez eux dans une logique identitaire de retour aux racines. Et il ne faut plus jamais retourner les emmerder. Voilà. Voilà. Ouais, parce que ça, on me dit le nazisme est luciférien comme le communisme et le capitalisme, donc anti-chrétien. Ouais, mais ça, il n'y a que de l'affirmation. Alors tu demanderas à ce métano qui m'explique en quoi le nazisme est luciférien en fait. Parce que Hitler, il a quand même participé à des sociétés cheloues, des sociétés de tuilés. Écoute, soyons sérieux,
une Allez, émission Troller. sérieuse. Non mais ok ça. Non mais attends. Ça existe, tu peux pas quand même le... Non mais tu vois, même à ce moment-là, Dieudonné aussi, tu sais, je sais pas si t'es au courant, mais en 2001, il a fait une conférence de notes maçonniques, tu vois. Non mais voilà, non mais on peut pas, ça peut pas marcher comme ça. Ou comme l'histoire de Hitler est allé au centre de la Terre, s'il te plaît, s'il y a un métanote qui me demande ça, moi je... non, mais si tu veux... Non, mais on a déjà parlé de ça. C'est de ça qu'il a tiré son génie, tu vois. Alors il y a aussi un truc... Ouais, mais tu peux pas balayer quand même le côté occultisme. Si, je le balaye parce que les sources sont pas... C'est pas fiable, tu penses, toi? C'est pas que c'est pas fiable, mais je veux dire, là je suis rénoiriste là-dessus, c'est-à-dire que sur l'ensemble d'une œuvre, le fait qu'à un moment donné, il allait boire un café avec des mecs de la société de Tulé, on en a rien à foutre. Le projet nazi, écoutez, tous ces gens-là, excuse-moi, je vais être un peu irrespectueux vis-à-vis de certains métanotes, vous avez plutôt une culture YouTube et pas une culture livresque. Parce que si vous aviez une culture livresque, vous sauriez qu'en fait, il n'y a rien de mystique dans le nazisme. Parce que déjà, je vais te dire un truc, un scoop société secrète, c'est que les sociétés secrètes ne donnent jamais leur objectif. Parce que s'ils le donnaient, en fait, on leur démontrait la gueule, en fait. Que si les maçons disaient, nous, en fait, notre but, c'est que Satan règne sur Terre. Hein, ils le disent pas, donc c'est pour ça qu'ils nous la foutent dans le cul. Alors que, et ça aussi, c'est une idée qu'on a généralement sur les mouvements d'extrême droite, et c'est très bien que je parle de ça, parce que je voulais vraiment en parler, c'est que on dit souvent du fascisme qu'il avance tête baissée. Enfin, plutôt qu'il avance avec un voile. Genre, attention, tu sais, par exemple, les gens qui sont anti-Front National, vous verrez quand ils seront au pouvoir, ils vont tuer des gens. Oui. Bon, et en fait, le nazisme, et à travers l'écriture de Mein Kampf, c'est 1920 et quelques, 1924, je crois. Donc, le plan, il était exposé, il n'y avait rien de caché, il n'y avait rien de secret. En quoi est-ce luciférien? C'est pas luciférien du tout. Ce qui est luciférien, justement, c'est la sinuosité. Et le nazisme, c'est la clarté. Dans l'horreur parfois, parce que c'est genre en gros, on a la race supérieure, vous dégagez. Mais en tout cas, tu peux dire qu'ils sont méchants les nazis, mais tu peux pas dire qu'ils sont, qu'ils cachent des choses. Tu vois, qu'il y a une mystique, quelque chose qu'on voit pas, etc. Non, c'est au contraire, c'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche. Oui, quand même, il y a des gens très très bizarres autour d'Hitler quand même. Après, on peut dire oui, ça n'a pas d'influence, mais quand même, ils étaient là, ils ont une influence. Il y a des gens qui ont participé. Écoute, moi, en tout cas, dans le projet politique, je ne crois pas que... Bon, tout ça participe aussi d'un truc que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression que les gens ont une haine des élites qui est justifiée, évidemment, par l'horreur du quotidien qui est due à ces mêmes élites, mais les gens pensent que tout ce qui se produit d'extraordinaire est forcément le fruit d'un complot ou d'une chose qui n'est pas, qui n'est pas possible en fait. On va te dire, voilà, par exemple tel attentat, ça n'est pas possible que ça ait été fait, attention, hein, le 11 septembre, je dis pas que le 11 septembre c'est la version officielle, je te dis quand même, cette réaction permanente, où chaque fois qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, par exemple, c'est vrai que le parcours d'Hitler est extraordinaire par sa rapidité. On va te dire, ouais, mais il y a des choses louches, il était financé par ceci, cela et tout machin. Non, oui, mais le parcours d'Hitler était extraordinaire parce qu'il était extraordinaire. Ouais, Cet homme était extraordinaire. Américains, les financements Rothschild, ils existent. Mais toi ou moi, on me donne un financement Rothschild, moi je t'assure que je fais pas de l'Allemagne ça parce que j'ai pas le talent de ces gens-là. Donc il n'y a pas seulement la dimension par qui, par quoi, qui a fait quoi. Il y a aussi à un moment donné des choses spontanées qui se produisent dans le monde et qui sont liées au talent des gens. Moi je vois le nombre de gens qui te disent, parce que bon, dans le milieu nationaliste, nous des terroristes blancs, on n'en a pas 50 000. Le dernier c'était Breivik. Le nombre de fois où je lis des trucs genre ouais mais Breivik c'est un inside job machin bidule, pour même des gens des nationalistes qui te disent en fait il a été financé pour tuer des gens, comme ça en fait les antiracistes ont un moyen de pression sur nous en disant mais vous avez vu Breivik c'est un enculé, il a tué des... Non, il a tué 80 personnes tout seul. Il a préparé son truc pendant 10 ans, il en a fait un bouquin, il s'est préparé, il a fait une diversion, il y allait, c'est tout à fait logique. Écoute, franchement, une personne intelligente qui se prépare physiquement peut tout à fait faire des actes qui paraissent des actes de surhomme, alors qu'en réalité il s'agit simplement de préparation. Et l'homme blanc, quand il s'énerve, est capable de ce genre de choses. Non, mais c'est pas Faut du pas tout énerver les blancs, quoi. Bon, on va faire la petite pause. Je réponds, attends, parce qu'on me dit oui, te pas répond, réagis. Le mec te dit que c'était écrit, donc ça légitime l'horreur. Réagis quoi à la révolte. Écoute, mon cher, à la révolte, ça légitime. Mais l'horreur de quoi? Hitler aurait gagné, l'Europe aurait été blanche. Pour eux, quelle horreur. Ouais, non, puis surtout, il y a eu de l'horreur des deux côtés. C'est-à-dire qu'il faut bien reconnaître que même s'il y a eu de l'horreur du côté des nazis, on peut pas occulter l'horreur des Américains qui bombardent Hiroshima.
on va pas occulter l'horreur C'est des clair. Russes, etc. Je veux dire, tout le monde c'est une guerre de bouchers, je pense que sur La Seconde Guerre mondiale. voilà, c'est comme si tous les bouchers se valent, hein, pour moi. Alors oui, Daniel, il pense ce qu'il veut, il dit tout était écrit, ça justifie pas l'horreur. Réagit, non, je suis désolé, il dit ce qu'il pense. Et dans ce cas aussi, je dois réagir sur les Russes, je dois réagir sur les Américains, et puis on réagit jusqu'au bout pour se lever contre l'horreur. Mais l'horreur, elle était, il me semble-t-il, de mon point de vue, en tout cas, guerre, partout. Voilà, ouais. c'est pas, on peut pas, voilà, elle était du côté allemand comme elle était du côté russe, comme elle était du côté américain. Parce que je pense pas que les Allemands qui se prenaient les bombes sur la gueule et les Français aussi au passage. Dans des villages, parfois, il n'y avait même Voilà. pas de nazis. Hein. Voilà. Des villages détruits par des Américains. Bon, enfin bref, les frappes chirurgicales. Voilà, oui, non, mais c'est pour dire, c'est pour dire ouais, que ouais. les réactions sont partout. Donc voilà. Tout à fait. Juste pour répondre à ça, et puis de toute façon, on va revenir. Et ouais, ça discute beaucoup, hein, je te dis, tout le monde n'est pas d'accord, t'as les pro-conversado, t'as les anti-conversado, en tout cas, on va revenir après, puis on répond à vos questions, Très à bien. vous, la régie. À tout à l'heure. Voilà, donc de retour, troisième partie, toujours avec Daniel Conversado. Alors, tu as vu beaucoup de réactions, beaucoup de réactions. Voilà, il y a des partisans qui sont absolument d'accord avec toi, ça discute beaucoup, d'autres qui sont pas du tout d'accord avec toi. Il y a pas mal de questions différentes. Voilà, il y en a une question, tiens, pourquoi Dieudo t'a licencié? C'est vrai. Dieudo m'a licencié parce que je m'entendais très mal. Alors c'est ma version, hein, bien sûr, vous avez le droit de ne pas y croire. Hein. Il m'a licencié parce que sa femme me détestait littéralement, pour des raisons que j'ai toujours ignorées. Tu sais, le délit de sale gueule, le j'aime pas ta gueule. Ce qu'elle n'aime même pas, c'est que Dieudo, au départ, m'a intégré dans la Dieudo-sphère parce qu'il voyait en moi un artiste. Et en fait, Dieudo étant un artiste, j'arrivais à communiquer avec lui. Ça peut paraître dur à dire, mais pour les gens qui ne connaissent pas Dieudo, c'est un mec plutôt lunaire dans la vraie vie. C'est pas un mec qui est... Tu vois, d'ailleurs, souvent les comiques sont pas des fanfarons dans la vraie vie. Contrairement, par exemple, tu vois, Soral est beaucoup plus fanfaron que Dieudo, en réalité. Et donc, mon côté... Moi aussi, j'ai un côté un peu lunaire et tout, que Dieudo a apprécié dans un premier temps. Sa femme me détestant tellement, si tu veux, il y a eu des problèmes d'entente qui n'ont fait que s'accroître avec le temps. Et ça a culminé parce que j'ai été accusé d'avoir dérobé au mariage de Dieudonné, auquel j'étais invité, mais non pas en tant qu'ami, mais simplement pour filmer. En fait, on m'a accusé d'avoir dérobé des bouteilles de champagne, ce qui est littéralement impossible. Parce que j'en aurais dérobé 12. En fait, c'est littéralement impossible parce que le frère de Noémie, qui est donc complice dans cette histoire, m'a amené à la gare de Houdan le lendemain matin. Donc en fait, sauf à mettre en fait, des bouteilles de champagne dans mon anus, je n'aurais pas pu en voler. Donc cette réputation de voleur et de mec qui coûtait de l'argent à la main d'or alors que mon activité n'était pas si grande que ça, ce qui est un comble parce que je n'ai pas envie de... Si tu veux, il y a des choses que je ne veux pas forcément révéler parce qu'elles se révéleront peut-être d'elles-mêmes d'une autre façon en fait. Mais vu la radinerie sordide de Dieudonné en nonobstant son talent, c'était absolument injuste. Mais c'est un mal pour un bien parce que j'étais extrêmement mal payé, au black, dans des conditions atroces. Je ne m'accomplissais pas parce qu'en fait, qu'ayant aimé mon côté artiste, Dieudo ne me laissait pas s'exprimer dans la réalisation de films, etc. Parce que il a vraiment un mépris pour l'objet cinématographique tel qui faisait qu'on ne pouvait jamais préparer une scène. Il arrivait toujours au dernier moment, il connaissait pas son texte, il s'en foutait en fait. Il était là genre l'important c'est le contenu, peu importe où on met la caméra. Or c'est important, c'est pour cette raison que L'Antisémite et Métastase sont vraiment pas des bons films, au contraire. Donc j'ai toujours une affection pour ces films parce que j'y ai participé, j'ai vécu des belles expériences humaines, etc. Je veux pas cracher totalement dans la soupe. Mais Dieudo m'a viré parce que l'espérance de vie d'un mec qui bosse à la main d'or est d'1 an, parce que les gens qui y travaillent sont complètement fous. Voilà, voilà je le dis, mais c'est tellement anecdotique. Alors c'est anecdotique, bien sûr, les gens, dès que ça parle de Dieudo, ils veulent tout savoir. Mais c'est anecdotique de la même manière que dans tous les boulots du monde qu'on peut exercer, on a affaire à des crétins parfois et tout. Et il y a une ambiance à la main d'or qui est pourrie. Voilà. Bah, écoute, on me dit aussi, et c'est une question, c'était Roman qui dit, tu as avoué avoir participé Oui. au feu site boulevard Hitler. Peux-tu nous en parler? Je pourrais dire un truc mystérieux comme que c'est peut-être un site qui va renaître de ses cendres sous une autre forme. Un jour ou l'autre. D'accord, un jour ou l'autre à suivre. Alors, Voilà, cette voilà. affaire. Parce que c'est un site qui avait fait beaucoup, Oui. beaucoup Ça parler. donne aussi l'occasion de dire que aujourd'hui même, j'ai mis en ligne mon site internet. Alors je vous prie d'être, comment dirais-je, d'être gentil avec moi parce que en fait,
Je me suis dépêché de le finir pour ce soir pour pouvoir l'annoncer. Donc il y a encore quelques petites coquilles, quelques petites fautes d'orthographe. Je vais évidemment, pour un mec de lettres, ça le fait pas, mais je les ai vus tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de les changer. Mais donc c'est simplement danielcommersano.com, je pense qu'il est activé, vous pourrez peut-être le tomber dessus de suite. Il n'y a pas encore beaucoup de contenu, mais à présent, je vais un peu délocaliser ma production, beaucoup moins publier sur Facebook et publier sur mon site où il y aura une rubrique journal intime. Il y a une rubrique vidéo, je relayerai mes vidéos, une rubrique contact, c'est un site classique, mais où ma position politique et littéraire est clairement affichée. Et toi, parce que j'ai vu tes vidéos, elles sont... Oui. Alors t'es sur YouTube, mais t'es sur YouTube aussi.